Hey, salut les petits fous de la monde de la Virtu, comment ça va? Bienvenue sur ce nouvel épisode où je vais présenter en l'espace de 10 minutes un ensemble d'articles techniques. Je m'appelle Leonardo et je travaille pour la société MetaNext. Avant de commencer, on n'oublie pas, on s'abonne, un petit plus et un petit commentaire. Comme d'habitude, vous connaissez le système. Alors, au sommaire, qu'est-ce que j'ai à vous présenter? Donc, j'ai du VESA-NESA en stretch cluster, j'ai toujours du VESA-NESA, mais sur la taille des différents clusters qui sont supportés. Un petit coup au niveau de l'ESX8 en mode host client, donc c'est-à-dire en mode standalone sans vCenter. Donc là, c'est William Lam qui nous fait un petit article très intéressant là-dessus. L'étude forestière sur VMware Cloud en AWS et les économies qui sont apportées par cette solution-là. Donc là, on parle de l'ordre de 53% et on va rentrer un peu dans le détail. Un petit article très sympathique sur la partie troubleshooting au niveau de la partie HCX, surtout sur la partie interne Firelink, donc toute la méthodologie que le rédacteur a mis en place pour faire son troubleshooting. Une introduction sur la nouvelle certification VCP autour de la partie VMware Cloud, donc ça c'est tout nouveau, c'est sorti début décembre. Et pour commencer, l'introduction à la partie vSphere Plus Standard Edition. Allez, top, je lance le chrono, c'est parti. Alors, si vous avez suivi un peu les actualités au niveau du licensing côté VMware, il y a une nouvelle édition côté vSphere qui est sortie, c'est la partie vSphere Plus Enterprise. Donc l'idée d'avoir cette édition vSphere Plus Enterprise, c'est quoi? C'est d'avoir une console SaaS de management pour fédérer l'ensemble de son infrastructure. Très intéressant sur le papier, par contre l'inconvénient c'est que pour avoir cette fonctionnalité-là, il faut que toutes ces instances côté on-prem soient instanciées en Enterprise Plus. Donc ça peut avoir un surcoût non négligeable, surtout si on a des petites infrastructures qui n'utilisent pas de l'Enterprise Plus. Du coup, pour pallier à ce besoin-là, VMware a sorti l'édition vSphere Plus Standard Edition. Donc là, pour couvrir vraiment le périmètre de l'ensemble du parc vSphere en mode standard. Et donc l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir une console SaaS qui va me permettre de remonter toutes les informations de l'ensemble de mes vCenters, l'ensemble de mes clusters, et même de pouvoir déployer des machines virtuelles directement depuis cette console SaaS. C'est sûr que si on a une infrastructure vSphere, vCenter avec très peu d'hyperviseurs, je ne suis pas sûr que cette solution vous soit vraiment utile. Par contre, si vous avez plusieurs vCenter, alors quand je dis plusieurs vCenter, je dis au moins 3-4 avec pareil en termes de cluster et avec un nombre assez conséquent d'hyperviseurs, ça peut être super intéressant, surtout d'un point de vue gestion de l'administration, c'est-à-dire que si demain on est en capacité d'avoir une console qui va mutualiser l'ensemble de mes vCenters, on va gagner forcément du temps en productivité parce qu'on ne va pas être obligé de se connecter sur tous mes vCenters pour chercher une information là. On va avoir cette console qui est en mode SaaS, donc en mode cloud, qui va nous permettre justement de centraliser ces ensembles d'informations. Donc on va avoir une vue sur la partie capacité, on va avoir un inventaire global, donc c'est-à-dire ça c'est génial, si j'ai plusieurs vCenters, en un coup je vais avoir l'ensemble des informations sans me connecter sur chaque vCenter. D'un point de vue sécurité, la partie alerting, c'est sûr quelles sont les alertes qui vont monter sur mon infrastructure, et aussi un peu simplifier le lifecycle management de mes vCenters au niveau de mes instances, en faisant du single click. Donc je vais cliquer depuis ma console SaaS pour mettre à jour mon vCenter directement à distance. Donc pour le coup, c'est assez intéressant. Et c'est un peu aussi l'idée de cette solution, c'est de bénéficier de toute la puissance d'une console cloud, tout en gardant son infrastructure on-premise et sans aucune hybridation au final. C'est juste une console de management qui est en mode SaaS et on va toujours garder notre infrastructure on-premise. Je vous mettrai le lien, vous verrez, il y a toutes les informations et surtout le mode de transition. Et donc là, ça commence de plus en plus et on le voit avec le cloud qui apparaît. Les licences perpétuelles sont en train de disparaître de plus en plus pour bénéficier d'un mode souscription. C'est-à-dire qu'on va louer sa licence et on va payer en fonction de ses besoins. Donc là, pareil. Donc, dans cet article-là, il y avait un programme qui a commencé justement pour aider les clients à passer le pas vers le mode souscription. Deuxième article, c'est l'introduction à la partie VMware Cloud Certification, donc la nouvelle VCP qui est sortie. Vous savez, sur la partie VCP, il y a toutes les tracks qui existent côté vSphere. Donc on parle de la partie DCV, pour la partie Data Center, on parle de la partie Network, il y a la partie vSAN, sur la partie Master Specialist, enfin bref, même la partie NSX. Donc il y a beaucoup de tracks côté VCP, et celle-là est toute nouvelle pour couvrir un autre besoin, qui est le besoin de la solution VMware Cloud. Donc quand on dit VMware Cloud, c'est vraiment la stack SDDC, installé chez tous les hyperscalers. Donc on parle directement de VMware Cloud AWS, on va parler de la partie Azure VMware Solution, qui est la solution Microsoft, et côté Google, c'est la partie GCVE pour la partie Google VMware Cloud Engine.
Bien évidemment, il y a d'autres hyperscalers qui ont leur propre solution, et il y a même d'autres solutions qui se basent sur la partie VMware Cloud, mais qui sont on-prem. La première qui me vient en tête, la partie VMware Cloud on-Dell, ou même la partie Outpost, qui est une solution AWS, qui est installée côté on-prem avec la stack SDDC de VMware. Donc ce qui est intéressant là, avec cette sortie-là, c'est qu'il y a une offre qui est limitée dans le temps, c'est surtout le training qui est gratuit. Donc ça, pour le coup, c'est très intéressant. Ça nous permet justement de nous former gratuitement et assez rapidement. Donc il y a à peu près une dizaine de modules, si ma mémoire est bonne. J'ai commencé, c'est relativement intéressant. Donc il y a des choses qui sont assez triviales et d'autres qui sont... On rentre un peu plus dans le détail d'autres solutions des hyperscalers, surtout qu'on n'a pas l'habitude de travailler avec tous les hyperscalers, avec toutes les solutions. Ça nous permet d'avoir une vitrine et un panel complet de ces solutions-là très rapidement. Donc je vous invite vraiment, si vous avez le temps, de faire un petit tour là-dessus et après de préparer votre certification. On parle d'une certification VCP, donc 70 questions, 135 minutes, donc il ne faut pas traîner et surtout il faut avoir un passing score de 300 points pour valider sa certification. Dans la roadmap côté chemin de certification, donc là la partie VMware Cloud apparaît ici et ils ont déjà, VMware a déjà planifié de lancer une VCAP d'un point de vue VMware Cloud Design l'année prochaine, donc en 2023. Donc super intéressant. Autre sujet, un peu de troubleshooting côté HCX. Donc là l'idée c'est quoi? C'est un architecte qui a déployé sur AVS HCX et ils se sont rendu compte que ça marchait pas. Il y avait des choses qui ne marchaient pas lors de cette migration. Donc il s'est basé sur ce premier KB côté VMware qui expose comment faire un troubleshooting HCX, mais surtout comment se connecter sur le HCX Manager et lancer des commandes. Donc là par exemple il se connecte sur sa console HCX Manager, il va lancer le CCLI qui va lister en fait l'ensemble des commandes et lorsqu'on fait une liste on récupère l'ensemble des appliances qui sont déployés. Donc c'est comme ça qu'on peut se connecter directement sur les différentes appliances HCX pour faire du troubleshooting. Là, l'idée, c'était quoi? C'est qu'en fait, il s'est rendu compte quand il a fait un TCP dump sur le port 31031 qu'il n'y avait pas de port qui était utilisé sur la partie réplication. Enfin, il n'y avait pas d'IP qui était configuré. Donc forcément, ça ne pouvait pas passer. Il a corrigé son service mesh, il a corrigé son network profile et au final, à la fin, tout a fonctionné, toute la partie migration est identifiée. Donc c'est assez intéressant cet article-là, c'était juste pour avoir cette méthodologie, parce que c'est rare de voir des articles sur la partie HCX et surtout se connecter en fait sur la partie directement HCX Manager pour lancer des lignes de commande. Un article côté Forrester, donc les économies par rapport à VMC qui sont de l'ordre de 53%. Donc là l'idée c'était quoi? C'était de faire une étude et de faire un report et de lancer son TCO. Et en fait l'idée c'était de couvrir tous les sujets par rapport à VMC. Directement sur cet article-là, vous avez ici la copie si vous voulez le lire, donc à peu près 28 pages, et qui va couvrir tous les besoins côté VMC, les challenges, comment ça a été calculé, et d'où viennent les coûts. Donc c'est assez intéressant parce qu'ils ont vraiment fait un super travail là pour le coup, c'était vraiment d'avoir un peu plus de détails sur les économies. Donc il y a des hypothèses forcément, mais ça permet d'avoir quand même un ordre de grandeur sur des économies probables en utilisant la solution VMware Cloud en AWS. Autre sujet, la partie ESXi8, donc ça c'est William Lamb qui nous remonte ce comportement, c'est qu'en fait, sans utiliser de vCenter et directement en mode standalone, lorsqu'on essaie de rattacher un VMDK, au final on n'y arrive pas. Donc en fait, ce qu'il s'est rendu compte, c'est qu'en fait, il y a potentiellement un bug qui est derrière et qui est même apparu même depuis la version 7 Update 3i. Donc là, il propose un workaround. Il dit que c'est pas supporté, mais après dans un monde standalone sans vCenter, peut-être qu'on peut prendre le risque. Donc là l'idée c'est quoi? C'est de désinstaller la vive qui s'appelle ESXi UI, donc qui porte vraiment la partie user interface côté hyperviseur, de la désinstaller et en mettre une autre qui est en update 3G. Bon, à partir de là, ça corrige ce comportement-là. Sinon, autre manière, c'est directement d'utiliser les API et avec un script PowerShell directement en faisant un mount, en essayant de mapper directement le disque en l'attachant sur la VM en PowerShell. Très intéressant. J'ai pas eu l'expérience de le tester personnellement. Notre cher ami Duncan qui nous propose un article sur le taille de clusters qui sont supportés dans le contexte ESA. Je vous le fais très court. En gros, OSA et ESA, donc ancienne génération d'architecture, nouvelle architecture, en fait, on peut déployer de 2 jusqu'à 64 nodes. Voilà, il n'y a pas de mystère, c'est à peu près la même chose. Bon, après, dans le détail, comment je vais sizer mes clusters, etc., ça, c'est un autre sujet, mais au minimum, la tête de mon cluster, on est sur les mêmes standards que la legacy, que l'OSA, donc l'Original Storage Architecture.
Et pour terminer, on va parler Stretch Cluster au niveau de la topologie et surtout dans un contexte vSAN 8 et en Express Storage Architecture, donc la nouvelle monture de l'architecture vSAN. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va surtout se focaliser sur la partie efficacité du trafic réseau au sein de l'ISL. Donc c'est l'ISL, c'est l'Inter-Site Link, donc en gros le lien qui se connecte entre le premier demi-cluster avec l'autre demi-cluster dans un contexte stretch. Donc en gros entre ma salle A et ma salle B, ou entre mon DC1 et mon DC2 si je respecte bien évidemment les latences. Donc on explique très bien ici comment c'est utilisé, même dans un contexte de stretch cluster, lorsqu'une data est écrite ici, on va avoir le owner de la data qui va ensuite demander, enfin qui va envoyer cette data au proxy et le proxy lui-même va l'envoyer à d'autres nodes. Donc ça permet justement d'avoir une efficacité, de consommer moins aussi de la charge côté vSAN. Point intéressant, et ce qui est une nouveauté côté ESA sur la partie vSAN 8, c'est que la data qui va passer sur l'ISL est compressée. Donc ça permet encore d'optimiser les temps d'écriture et surtout de moins sursolliciter la partie ISL. Super article. Également sur la partie amélioration des performances sur la partie secondary level résilience. En gros, ici, il y a un super tableau qui répertorie quels sont les impacts au niveau de la volumétrie. Et je vous les laisserai le lire parce que là, j'ai fini mon temps. Ouais, je sais, j'ai un peu l'habitude en ce moment de ne pas respecter mon challenge. En tout cas, je vous mettrai comme d'habitude l'ensemble des descriptions. Je vous souhaite à tous une excellente soirée ou une excellente journée, tout dépend quand vous regardez cette vidéo. Je vous souhaite également de très bonnes fêtes. Ça sera la dernière de cette année. On se retrouve en 2023. Et sur ce, à bientôt. Ciao, ciao.